Qui commettrait ce crime de lèse-majesté d'évoquer l'histoire des arts martiaux au Bénin en général ou du karaté-do en particulier sans évoquer son nom? Qui est-il? Benjamin Soudé, c'est un jeune homme de 74 ans, donc vous comprenez, et qui est sur le plan civil, de l'état civil, marié et 5 enfants, 9 petits-enfants. Sur le plan professionnel, ingénieur agronome de formation. Sur le plan sportif, ancien pratiquant de basket, ancien pratiquant de handball, puis de volley et surtout pratiquant de karaté. Et je dis surtout parce que c'est le karaté qui, en fin de compte, a éclipsé les autres activités sportives. Et actuellement, en tant que pratiquant de karaté, je suis au niveau de la Fédération béninoise de karaté-do, l'instructeur en chef, c'est-à-dire celui qui répond des formations, des passages de grade et d'organisation des stages. Benjamin Soudé, ou le grand maître Benjamin Soudé, est un baobab du karaté-do. Sa connaissance de cet art est indiscutable. De grande taille, les cheveux blanchis par l'âge, le jeune Benjamin se remémore ses débuts dans la pratique du karaté-do. Le pays du surréalisme, la Belgique, dès l'adolescence, va forger les armes de ce dernier dans cet art martial. Mais déjà, son amour pour le sport a pris racine au bercail. Bon, je peux dire que juste avant le karaté, j'avais touché au judo, donc quand j'étais déjà au lycée, donc les années 65, en fait, j'ai pas fait long feu au judo parce que par nature, j'aime pas me trouver à terre. Or, vous savez, au judo, c'est les projections. Et puis, on vous plaque au sol et tout ça. Et lorsque vous plaquez vraiment pour vous en sortir, lorsque j'ai fait 2 ou 3 séances, j'ai dit, c'est pas pour moi ça. Et j'ai continué. C'est ça qui a fait que je me suis beaucoup plus lancé dans le basket, le handball et le volleyball au lycée Bianzin. Puis, en 69, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller en Belgique pour mes études d'ingénieur d'agronomie. Alors, ma nature était que j'étais un peu trop nerveux. Le paradoxe, c'est que j'aime bien blaguer, mais je ne supporte pas les blagues à mon endroit, à mon encontre. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai voulu faire le judo parce qu'on m'avait dit que le judo permet de se maîtriser. Mais quand je suis arrivé en Belgique, bon, j'ai entendu parler du karaté, des autres arts martiaux, karaté, kendo, aikido, tout. Bon, là où j'étais à Jamblou, il n'y avait aucune de ces disciplines. Mais dans le chef-lieu de la province où nous étions, qui est donc Namur, il y avait un club de karaté. Et là, j'ai voulu essayer et je me suis inscrit en mars 1970. Et dans le club de Namur Karaté Club, qui était dirigé par Maître Pierre Barzin, qui était 2e dan. Donc j'ai commencé et c'est là que j'ai eu la chance, 6 mois après, de tomber sur le maître Miyazaki, Satoshi Miyazaki, qui est un maître japonais, et qui avait pour mission donc de faire connaître le karaté Shotokan au niveau de toute la Belgique. Et dans ce cadre, il faisait des tournées au moins une fois par mois dans les clubs qui étaient affiliés
à l'Union belge de karaté, dont faisait partie donc le club de Namur. Et après pratiquement une année de pratique, il m'avait remarqué, donc dans ses passages à Jean Blou, il m'avait remarqué et il m'a dit, mais tel qu'il me voit là, est-ce que j'ai envie, le karaté m'intéresse beaucoup. J'ai dit, mais moi je vais bien, surtout que c'était eux qui sont considérés comme les pères du karaté. Et il m'a dit, bon, ce que tu vas faire, tout en continuant à travailler dans le club de Barzin, tu viendras une fois par semaine à mon club à Bruxelles. Donc c'est les deux extrêmes. J'avais Jean Blou, j'avais Namur qui était, je peux dire, sur ma gauche à 24 km et j'avais Bruxelles qui était sur ma droite à 40 km. Donc j'ai commencé à aller au cours du samedi. Et là, donc ça m'a mené donc les années, c'était en 71. J'ai commencé. Mais j'étais tellement sidéré par la façon dont ils donnaient les cours à Bruxelles que j'ai eu envie de continuer. Et il m'a donné donc les jours d'entraînement de semaine, ce qui fait que ça coïncidait, ironie du sort, ça coïncidait avec les jours d'entraînement de Namur. Bon. Et non pas que j'étais contre les autres, mais je constatais que j'avais beaucoup plus à apprendre avec le maître Miyazaki à Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai transfusé, si je peux employer le terme, après avoir expliqué la situation donc à Maître Barzin, qui a bien pris ça. Il n'a pas été, il m'a encouragé au contraire, et je suis parti là-bas. Donc j'ai continué à suivre les cours. Alors, les cours se déroulaient à partir de 20h. Moi, je finissais mes cours entre 18h et 19h. J'avais juste le temps, le jour où je devais aller à l'entraînement à Bruxelles, j'avais juste le temps de déposer mes affaires. Là, je logeais non loin de la gare. Je déposais mes affaires à la gare et à la maison. Et je filais à la gare, je sautais dans le train qui partait à 19h30 et qui arrivait à Bruxelles à 20h. Bon, heureusement, le club n'était pas très loin de la gare. Et en 10 minutes, j'étais là-bas et je suivais donc les cours. C'est ainsi que, bon, pratiquement, au bout de 3 ans de pratique, j'ai passé ma ceinture noire. Alors, d'abord, pour moi qui suis un étranger, noir, en Belgique, c'était pas tellement bien une bonne chose. Et que je puisse passer mon premier dan à 3 ans, après 3 ans de pratique, alors que en moyenne les gens faisaient 5 ans, c'était vraiment un peu surprenant. Alors, je dois dire que, entre parenthèses, avant que je ne passe la ceinture noire, en mars 1973, le maître Miyazaki m'avait demandé si je voulais enseigner. Et je lui ai dit justement, nous avons un club de judo à Jean Blou, mais j'aimerais bien donc je lui ai dit, nous avons un club de judo à Jean Blou, mais je souhaiterais qu'on puisse avoir un club de karaté là-bas. C'était la doléance que je lui ai faite et il me dit, est-ce que je vais enseigner? Je lui ai dit, bon, s'il pense que je peux enseigner, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, on va ouvrir le club, tu seras mon assistant. Parce qu'en ce temps-là, j'étais déjà ceinture marron, c'est-à-dire 3e Kivu, ceinture marron. Pour pouvoir assister l'instructeur, il fallait au moins être ceinture marron. Et c'est ainsi que, en 1972, nous avons ouvert le club de karaté à Jean Blou. Donc, j'ai dû choisir des jours
qui n'interférait pas avec les jours d'entraînement dans le club de Maître Miyazaki. Mais comme c'était le début, je n'étais pas ceinture noire, il venait une fois par quinzaine. Donc, ça veut dire que nous avons 4 séances dans la quinzaine. Et il venait suivre une séance et puis moi, j'avais la responsabilité de conduire les 3 séances. En fait, il me disait ce qu'il devait faire pendant les 3 séances avant qu'il ne vienne. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai commencé à apprendre mon métier d'entraîneur, d'instructeur de karaté. Et quand j'ai passé ma ceinture noire, j'ai eu pendant une année à m'occuper seul du club. Évidemment, dans son programme de tournée mensuelle, il avait inscrit Jean Bleu aussi. Donc, avec ça, j'ai continué quand même malgré ça sur les entraînements à Bruxelles. Ce qui fait que je dois dire que quand j'ai commencé à travailler avec le même Miyazaki, surtout en 1972 et 73 et 74, je suivais entre 10 et 12 heures d'entraînement de karaté. Alors, en novembre 1974, donc pratiquement 1 an, 3 mois, 1 an, 6 mois, à la fin d'une séance, parce que c'est ça sa technique, lui, on ne lui demande pas, c'est lui qui choisit quand est-ce que vous pouvez passer vos grades. À la fin d'un entraînement, nous étions 6 qu'il a retenus, il dit vous attendez. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise pour qu'il veuille et ils nous retiennent comme ça, parce que souvent, quand ils vous disent de rester, ce n'est pas tellement pour de bonnes choses. Hein. Les erreurs que vous avez faites, tout ça, ils vous donnent la bonne correction. Donc souvent, dès qu'à la fin du cours, il dit attendez-moi, on hésite. Et il nous a fait travailler pendant 1 heure de temps. Et pendant ce temps, nous, on ne savait pas qu'on passait le 2e dan. Bon, moi, je ne m'attendais pas du tout, puisque il faut au moins 2 ans d'entraînement après le passage du Shodan. Donc, à ma grande surprise, non, il faut 3 ans, pardon. Après le Shodan, pour passer le 2e dan, vous devez attendre 3 ans d'entraînement régulier. Et à la fin, sur les 6 qu'il avait retenus, nous étions 2 qui retient et nous dit félicitations, félicitations. Bon, et il dit que voilà, que c'est mon 3e dan, que c'est le 2e dan que je viens de passer, que je viens de réussir. Bon, je dois dire que j'étais à 4 ou 5 jours de mon départ de la Belgique pour le Bénin. Donc c'est ainsi que j'ai quitté la Belgique, non seulement avec une expérience, avec un 2e dan, une expérience d'instructeur de club et aussi d'arbitre. Parce que, soit dit en passant ce temps-là, pour passer votre 1er dan, vous devez suivre des entraînements d'arbitrage, arbitre de coin. Et après le 1er dan, dans les cours, on vous initie à l'arbitrage, arbitre central. Donc, j'étais rentré avec tout ce bagage sur le plan du karaté. C'est le karaté dans les années 70 et on en était là avec des anciens qui sont déjà morts, de Bois et de Salomon et autres. Et quand un grand monsieur est venu en vacances en 1973, c'est la première fois que je le découvrais en fait. Et il nous avait pris sous forme de stage. Et vous savez, en ce temps, les films de Bruce Lee, les Chinois, tout ça passait. Donc nous avons eu notre Chinois en vrai, quoi. Le réel même. Et quand il est parti, il est revenu 1 an après 1914. Et jusqu'à ce jour, on est resté collé à lui. Voilà comment je l'ai connu. Personnalité humble, le jeune de 74 ans, comme il aime si bien à le dire, Benjamin Soudé n'aime pas trop qu'on lui jette des fleurs. Et encore plus si ces pétales lui sont injustement jetés. Occasion pour lui
de dire ce qui est. Et souvent, les gens disent que c'est moi qui amène le karaté. J'ai dit c'est l'occasion peut-être de rétablir la vérité. Et en fait, en février, en 73, j'étais venu en vacances. Et Feu Devoedo Salomon, qui a été président de la fédération, était au lycée Béhanzin. Avec un certain nombre de collègues, ils s'entraînaient au karaté. Bon, je dois dire qu'entre Devoedo Salomon et moi, nous avons beaucoup d'acquaintances. Donc, pendant que j'étais en Belgique, on échangeait des correspondances pour savoir, parce que nous avons milité nous sommes d'abord co-religionnaires, nous avons milité dans la même association d'étudiants, d'élèves et étudiants chrétiens, et nous avions gardé ces liens. Donc, on échangeait des correspondances. Moi, je m'enquérais de comment est-ce que l'association évoluait, et puis bon, ce que je faisais sur le plan études, sur le plan religieux, tout ça. Donc, en temps, je lui avais parlé aussi que je faisais du karaté. Donc, et quand je suis venu en vacances en 1973, j'étais déjà premier dan. Il m'a dit, écoute, nous aussi, on est en train de faire du karaté. On aimerait bien que tu organises un stage pour nous. Je dis, vous faites du karaté, c'est bon. Mais, puisque vous faites du karaté, avant que je n'organise le stage, j'aimerais bien avoir le quitus de votre instructeur. Je veux pas, moi, je n'ai pas appris à tirer au flanc aux gens. Et c'est là qu'il m'a mis en contact avec le professeur DPS, Feu Kokou Martial. C'est lui qui était professeur DPS au lycée Béhanzin. Effectivement, lui, il avait appris le karaté au Sénégal, parce qu'il avait fait ses études DPS au Sénégal. Et il est revenu, quand il est rentré, il était premier dan. Donc, il n'avait pas pu passer la ceinture noire avant de rentrer. Donc, il m'a donné le quitus, on a échangé, et il a dit, c'est très bien, que comme je suis ceinture noire, que ce serait bien que je puisse organiser le stage. Et c'est là qu'il m'a informé qu'il y avait aussi un club qui avait un club au lycée technique et qui était animé par Rosario de Souza, qui était professeur DPS aussi, qui était professeur DPS et qui était aussi premier dan. Alors, et que si je ne trouve pas d'inconvénient, il va l'inviter aussi pour que ses élèves participent donc au stage. Et c'est ainsi que nous avons organisé ce stage-là en août 1973. Et là, à ce magasin, le maître Awasu, Bernard, qui était judoka, avait installé donc un tatami et il faisait l'entraînement. C'est là que se passait l'entraînement de judo régulièrement. Donc, il se fait que Awasu Bernard était une connaissance parce que c'était un ami à papa. Je me suis rapproché de lui pour savoir si on pouvait utiliser sa salle pour pouvoir faire le stage. Il a donné son quitus et nous avons fait le stage. Les collègues ont été très satisfaits et ce qui fait que nous avons fait on a fait une semaine de stage. Donc, pour revenir à votre question, je peux dire que ceux qui ont essayé d'asseoir le karaté au Bénin, c'est entre autres les deux professeurs de pièces, Kokou Martial et De Souza Rosario, qui étaient tous arrivés ceinture noire, ceinture marron, premier kiou. Alors, parallèlement, il y avait une autre aussi qui était ceinture noire.
il était capitaine en ce temps, capitaine Michel Michaï, qui aussi avait fait le karaté, était ceinture marron premier dan. Et lui, il avait essayé d'introduire cela au niveau donc de l'armée. Donc, voilà ceux qui m'ont précédé sur le plan du karaté. Ben, j'attire l'attention qu'ils étaient tous les trois étaient ceinture marron. Je dois dire que moi, je suis retourné et je suis revenu en 1974 dans le cadre de la préparation de mon mémoire d'ingénieur. J'avais opté de faire des recherches au niveau du Bénin. Et quand je suis revenu en mars, les collègues m'ont dit « Ah, vous êtes revenu, on aimerait bien que vous puissiez nous organiser encore un stage. » Donc, nous avons profité des congés de Pâques qui étaient tombés au mois d'avril, comme cette année-ci. Et nous avons fait une semaine entière de stage. Et là, je dois dire que c'est à ce stage-là que j'ai eu la chance de faire la connaissance du capitaine Michaï, parce qu'il était venu à ce stage lui-même pour participer. C'est là qu'il m'avait informé de ses intentions de ce qu'il projetait de fois introduire le karaté donc, au niveau donc, de l'armée. Donc voilà ce que je peux citer comme ceux qui ont essayé de faire le karaté Shotokan. Bon, avant ça, il y avait des personnes qui disaient qu'ils faisaient le karaté. Bon, peut-être que d'autres qui se passaient parmi les gens que j'ai eus, ceux qui ont participé au stage. Certains avaient dit que, bon, avant d'avoir commencé avec soit Rosario, soit avec De Souza, soit avec Koku, ils avaient fait, des gens organisaient des séances de karaté. Bon, mais que quand ils ont pris contact avec ceux-là, ils se sont demandé si vraiment c'était du karaté que les gens faisaient. Parce que, bon, ils allaient contre 200 francs par séance. Ils avaient on leur apprenait des techniques, mais qu'avec déjà ces deux-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence. Et que, bon, en travaillant avec moi, ils ont vu que, je me souviens de l'expression de l'un d'entre eux, c'était entre le jour et la lumière, entre le jour et la nuit, que c'était. Bon, je n'ai pas cherché à savoir qui sont ceux-là qui faisaient cela, mais moi, je me suis intéressé au Shotokan, parce que ceux qui m'ont invité, et officiellement avaient des références, les autres n'en avaient pas comme tel. Bon, ça veut dire savoir que l'engouement que les gens avaient eu en ce temps-là, c'était les projections des films de Kung Fu, avec Bruce Lee, tout ça là, c'est ça qui a fait que, bon, à un moment donné, tout le monde avait envie de faire, on parlait karaté, on parlait de Kung Fu, tout ça là, et plusieurs personnes se sont érigées en maîtres, tout ça, mais ce sont les maîtres de l'ombre. Le grand maître Soudé, qu'est-ce qu'il faut dire de lui? C'est vraiment ce qu'on appelle le grand maître, c'est-à-dire celui qui a su transmettre ses savoirs, son savoir-faire, les connaissances en matière sportive, d'art martial, de Shotokan, de karaté. Cette discipline japonaise, il a vraiment transmise à plusieurs générations ici au Bénin et ailleurs. Alors c'est un référent pour nous qui avons choisi de pratiquer l'art martial de karaté et de pouvoir nous défendre et d'avoir une bonne maîtrise des nerfs et aussi de l'intelligence, parce que c'est un art martial qui nécessite toute cette rigueur-là, toute cette approche, toute cette maîtrise des choses et de soi, et que ça sert beaucoup dans sa vie personnelle, dans la vie professionnelle, puisque je suis dans le monde des médias et aussi dans le contact avec les gens. Donc c'est quelqu'un qui a apporté cela, que j'ai connu comme ça au hasard d'une manifestation, d'une grande démonstration quand j'étais encore lycéenne. Ça remonte aux années 1985-86. Et il y avait une démonstration de grands maîtres, de pratiquants et du karaté et du taekwondo. Moi, j'étais disciple du taekwondo-in.
Mais j'ai senti chez cette personne-là une rapidité, une maîtrise des gestes, et ça m'a beaucoup séduit. En fait, je n'aimais pas le karaté. C'est mon jeune frère qui me l'a indiqué. Bon, je n'aime pas le sport, je n'aime pas la brutalité. Mais dès que j'ai lu des documents là-dessus, même jour, je me suis inscrit chez lui. Mais du moment où j'ai commencé par suivre ses cours, et c'est un homme qui m'a convaincu. De par l'enseignement, de par sa pédagogie. Et tout ce que j'ai lu sur la théorie du karaté, je la vois en train de me le transmettre par ce maître. Donc c'est un maître de karaté que j'ai aimé. Par l'enseignement, de par ce qu'il nous a transmis, c'est un maître qui sait transmettre, qui est un vrai maître, pour ma part. Parce que rien de lui n'est enseigné, mais tout de l'art que j'ai compris vient de lui. Il essaie de transmettre. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas été déçu. J'ai pu, moi, de mon côté, former certaines personnes. Donc, imaginez-vous, toujours en étant encore dans les rangs face à lui. En 1974, Benjamin Soudé revient au Bénin. Naîtra ensuite la Fédération des arts martiaux. Le grand maître dévoile ici ses relations avec ses autres collègues des arts martiaux et comment est née cette fédération qui s'est ensuite disloquée. Bon, j'ai déjà commencé à parler du maître Arassou, Bernard, pour le judo. C'est vrai, on avait des relations un peu parentales, mais c'est avec joie qu'il a accueilli que nous puissions travailler donc au niveau de cela. Alors, je dois dire, je suis rentré en novembre 1974, après, donc à la fin de mes études. Et à la même période, il y a Maître Goudobi qui était rentré au Bénin. Il venait de la Côte d'Ivoire. Alors, lui, c'était le taekwondo qu'il faisait. Il y a Maître Godonou, son prénom m'échappe encore, qui était rentré aussi, lui était ceinture noire. Donc, Ougoujobi est rentré ceinture noire de taekwondo. Et Maître Godonou est rentré ceinture noire, mais il faisait le Kyokushinkai, qui était pratiquement similaire au karaté Shotokan, mais avec un certain nombre de variantes. Et il y avait Maître Agosso aussi, qui était dans le pays à ce temps-là, qui faisait le Kung Fu. Donc, à cette période, donc en 1974, voilà, si vous voulez, les pratiquants d'arts martiaux, ceinture noire, qui étaient sur le territoire. Alors, moi, quand je suis rentré, la première chose que j'ai faite, je me suis rapproché du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et en ce temps, c'était Roger, Bossou Roger, qui était directeur des sports. Et je lui avais dit, bon, voilà, je suis arrivé, les collègues me sollicitent pour pouvoir leur donner des cours. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et il m'a dit, si c'est ça, il faut d'abord que je me fasse reconnaître par le ministère. Donc, en ce temps-là, le ministère m'avait délivré une attestation me reconnaissant comme pratiquant de karaté et pouvant enseigner le karaté. Et comme c'est là, parce qu'à Cotonou, on avait le lieu d'entraînement que les uns et les autres avaient choisi en ce temps-là, c'était le dojo de Sika 2 roues. Donc,
judo, taekwondo, karaté, kung-fu, kyokushikai, on se retrouvait souvent là. Et Professeur Roger m'avait dit que bon, il serait bon qu'il puisse, que normalement pour enseigner, une chose est d'abord que moi-même je puisse être reconnu comme instructeur, mais il faudrait aussi qu'il y ait une fédération. Donc, sur ce plan-là, j'ai pris contact avec les autres et dit, écoutez, chacun de nous, normalement, chacun de nous devait avoir une fédération, mais on a combien d'élèves pour pouvoir parler de fédération de si. Le judo existait, il y avait déjà la fédération de judo. Et après avoir échangé, nous avons retenu donc de créer ce que nous avons appelé la fédération d'abord dahoméenne des arts martiaux. Et puis quand il y a eu la révolution, elle est devenue la fédération béninoise des arts martiaux. Donc, qui a regroupé toutes les disciplines. Et à la tête de cette fédération, nous avions élu Maître Ahwassou comme président. Maître Ogudjobi a été retenu comme vice-président de la Fédération dahoméenne des arts martiaux. Et en tout cas, Agossou avait aussi un rôle dans le bureau. Je ne me souviens plus quel rôle il occupait. Et unanimement, ils ont voulu que ce soit moi qui occupe le poste de directeur technique de la Fédération béninoise des arts martiaux. Mais tout en acceptant, j'ai dit chaque discipline aura on aura des sous-commissions pour que chaque discipline respecte les règles, pour que dans la pratique de chaque discipline, on respecte les règles qui se doivent. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé si j'ai bonne mémoire, de 60, parce qu'en 75, je suis rentré en 74, 75, j'ai été, donc c'est en 76, 77 qu'on a mis sur pied cette fédération. Et nous avons travaillé jusqu'au moment où il a été voté la charte des sports, la loi portant charte des sports au Bénin, et qui a dit que, et dans ce texte, il était dit que les fédérations doivent être unidisciplinaires. Donc, sur cette base-là, la Fédération des arts martiaux ne pouvait plus être, parce que c'est plusieurs disciplines. Et nous avons donc retenu donc, de retourner à l'idée première de créer donc, les fédérations unidisciplinaires. Donc, on a recréé donc, la Fédération de judo, la Fédération de karaté et la Fédération de taekwondo. La Fédération de kung-fu, au niveau du kung-fu, il y a eu des problèmes de, je ne sais pas si vous appelez ça leadership ou autre, ce qui fait que dans la foulée, la Fédération a vu le jour immédiatement. C'est quelques années plus tard que cette fédération a été mise sur pied. Donc, après l'éclatement donc, de la Fédération béninoise des arts martiaux et la création de la Fédération béninoise de karaté, j'ai eu à prendre la tête de cette fédération. Et en même temps, j'assumais la fonction de président et de directeur technique. En quelle année? Ça doit être... on a revu les textes en 92, donc c'était avant 92. Donc ça doit être 78, ça doit être 78, 79. 98? 78, bon, j'ai plus les années en tête, bon. Mais en 92, au niveau du ministère, il avait été pris donc, dans les statuts type là. Il avait été décidé que le poste de directeur technique
il ne peut plus y avoir cumul entre le poste de directeur technique et le poste de président. Donc c'est là, profitant donc des nouveaux textes, nous avons donc dû élire un nouveau bureau. Et c'est ainsi que Paraiso Mohamed, il est devenu président. Moi, j'ai gardé le poste de directeur technique. Et Mohamed, donc on a séparé le technique parce que le ministère voulait que le pôle technique soit séparé de l'administratif. Mieux, c'est que les directeurs techniques, en principe, devaient être des cadres du ministère. Donc c'était... Mais il se fait qu'au niveau du taekwondo, du karaté, il n'y avait pas de spécialistes parmi les cadres du ministère. Donc c'est en cela qu'ils ont dû faire la dérogation pour que, au niveau donc des arts martiaux, au niveau donc du karaté, du cela, que ce soit la fédération, que ce soit moi d'un côté et puis Ogunjobi de l'autre, bon, qui devions assurer donc cette fonction de directeur technique tout en étant président. Mais quand les nouveaux textes sont sortis, moi j'ai opté pour le poste de directeur technique. Et je suis resté directeur technique peut-être pratiquement sous je peux dire, pendant 10 ans au niveau donc de la fédération. Voilà, chaque fédération a évolué donc dans sa direction. Voilà, mais nous avons gardé quand même de bons rapports avec les différentes fédérations. Et je peux dire que, surtout avec le taekwondo, moi, personnellement, j'avais de bons rapports avec le maître Ogunjobi. On avait continué. Bon, au niveau du judo, il y a eu des problèmes parce que, entre des problèmes de leadership, jusqu'au moment où, bon, maître Arwassou Bernard est décédé, puis après ils ont élu d'autres présidents, et puis bon. Mais j'avais évité de rentrer dans ces querelles de clocher. Mais quand les gens me sollicitaient, moi, je leur donnais mon point de vue. Mais je ne voulais plus me mettre au devant de la scène. J'allais faire ce transfert vers cette discipline qui est à la fois altière, qui est à la fois pleine de rigueur, de discipline, et j'avais besoin de ça dans ma vie. Donc c'est quelqu'un qui m'a apporté par sa gestuelle, par son regard très concentré, par la maîtrise des katas qu'il nous montrait, et par des prouesses qui dépassaient de loin aussi. Je m'excuse pour mes maîtres taekwondoïnes, mais il avait inspiré du respect et beaucoup d'ovations le jour-là. Donc ça me trottait dans la tête, et quand j'ai eu mon bac, je suis montée à Cotonou, à l'UAC, ancien UAC, Université nationale du Bénin à l'époque. Nous n'avions pas le taekwondo. Et donc c'était pour moi le moment d'embrasser un peu mon destin en matière de sport, sport martial. Donc le Shotokan, c'est à cette occasion-là que j'ai pu encore rencontrer le grand maître qui a procédé à tous nos passages de grade jusqu'au deuxième Kyu dans le karaté. Et malheureusement, j'ai connu un accident sur le tatami au dojo, et j'ai malheureusement arrêté la pratique de la discipline. J'ai donc rompu un peu avec les contacts avec le grand maître jusqu'à très récemment, en 2019, où je pense il y a l'ONG Capital Jeunesse qui primait les femmes qui se sont investies ou qui ont choisi une carrière de pratique martiale du Shotokan. Et à cette occasion-là, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir été doigtée par le maître Chian Soudé, et qui a demandé à ce que je puisse parrainer comme marraine cette activité de remise de prix aux meilleures pratiquantes du karaté parmi les femmes. Et j'ai pu renouer avec mon grand maître que je vénère, ça vraiment, parce qu'il a beaucoup apporté il m'a beaucoup apporté dans ma maîtrise de soi, dans mon contrôle, mon self-control, et le self-défense aussi.
Donc, et beaucoup de conseils, même s'il sait que je ne peux plus pratiquer directement parce que je suis un peu brisée dans mes élans physiques, mais il apporte au plan mental. Et ça, c'est très, très important dans la vie. Si on ne peut pas capitaliser les forces physiques, mentales, psychiques, spirituelles, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire une bonne carrière, on ne peut pas faire une bonne vie, on ne peut pas mener une bonne vie, tout simplement. Donc, je suis très reconnaissante de cela. Et depuis, on n'a pas arrêté par de petits messages, des appels de temps à autre pour rester en contact. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'affable, qui a beaucoup de cœur, qui aime partager, mais qui a surtout et surtout une grande rigueur. Et c'est ça, moi, je garde ça de lui. Et dans tout ce que je fais, ça transparaît. La rigueur des choses, mais dans la justice. Parce que l'art martial, c'est ça, c'est le respect de l'adversaire, c'est le respect des choses, mais c'est la justice juste et vraie. Le parcours de Benjamin Soudé, en tant qu'athlète, n'aura pas été un chapelet de compétition et de médailles, tant sa profession d'ingénieur agronome ne lui a pas permis de conduire les 2 trains à haut niveau. Le choix professionnel étant celui de l'agronomie, le sport était pour lui plus un hobby qu'autre chose. Le dos du karaté aura donc été ce à quoi il s'est attelé et dans lequel il a émergé, en confirme ces nombreuses fois où il a été directeur technique. Référence incontestable et incontestée dans le domaine du sport au Bénin, Benjamin Soudé, en 1997, serait élevé au grade de chevalier par le feu président Mathieu Kérékou, celui-ci appelé par ses pairs Chian, qui signifie maître des maîtres ou instructeur des instructeurs, croit en cette génération et estime qu'elle pourra relever les défis qui se dressent sur son chemin. 2002 ne doit pas être unique. Vous savez, on ne va pas passer notre temps à dormir sur nos lauriers. Vous-même, vous avez dit champion du monde 2002. Ça fait 20 ans, quand même. Il faut en avoir encore d'autres. Et on veille à cela. Et moi, je compte beaucoup plus sur la nouvelle génération montante où nous avons qui se distingue déjà sur le continent. Et où on a quand même beaucoup eu de titres au niveau continental. Maintenant, nous avons tenté les Jeux Olympiques. On avait tout notre espoir, et puis toute l'Afrique même avait l'espoir dans Océane Garniero. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu franchir la dernière étape, mais nous ne sommes pas encore découragés. Nous allons continuer, et je pense que c'est dans cet esprit que nous travaillons aujourd'hui, les jeunes, de manière à ce que, nous puissions, malheureusement, le karaté ne sera pas présent aux Jeux Olympiques de Paris, mais nous espérons qu'aux Jeux suivants, ils vont revenir, et on fera tout pour être de la partie. Donc, il nous faut un titre olympique aussi. Il faut que le titre de championnat du monde aussi, on puisse le reconquérir. Et sur le plan continental, c'est vrai, c'est Océane qui a pu avoir le titre de championne d'Afrique. Il nous faut d'autres, dans d'autres catégories. Donc, vous voyez qu'il y a encore des choses à récolter. Et nous comptons sur la jeune génération. 1997, une année exceptionnelle pour lui. Sa première récompense en tant qu'acteur sportif voyait donc le jour. Il se raconte. Ça a été vraiment un moment émouvant. D'abord, c'était ma première distinction. Et je dois dire aussi que sur le plan sportif, nous étions 4 à être distingués. C'était la première fois qu'une distinction était reconnue pour des sportifs. Alors, c'était très émouvant. Et il y a des tentatives qui ont été faites plus tard du ministre Soglo, mais qui n'a pas, il a introduit les dossiers, on n'a pas vu l'aboutissement. Et nous avons sollicité, nous avions espéré que, à l'occasion des choses-là, lorsque notre compatriote a eu
a eu la médaille d'or au championnat du monde, nous avons espéré que au moins le Bénin nous aurait honoré pour cela. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. À l'occasion où Océane Ganiro a eu son titre de championne d'Afrique, nous avons espéré que cela se ferait, mais ça n'a pas été fait. Donc l'émotion qu'on avait eue en ce temps-là s'est vraiment un peu dissipée. Alors que dans les autres pays voisins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Burkina, que nous pouvons citer, lorsque les gens reviennent, même si ils n'ont pas ils ont obtenu une médaille, même si c'est la médaille de bronze, leur pays les honore. Et ça incite les gens à pouvoir mieux se donner pour le sport. Alors, j'espère que le gouvernement en place va essayer de récompenser les efforts. Ailleurs, on constate que les gens sont reçus même par le président de la République. Nous avions sollicité en 2002, on avait sollicité l'audience, on ne l'a pas eu. Et pour Océane, on a sollicité l'audience, on ne l'a pas eu. Bon, ne parlons pas. Donc, depuis, nous, on n'a même plus... Normalement, ce n'était même pas nous qui devions solliciter, c'était le ministère qui devait faire l'effort. Donc, le ministère même doit pouvoir réfléchir sur la façon de pouvoir récompenser, amener la nation à récompenser les efforts des pratiquants. Anecdote, on va dire. D'abord, si on voit le côté douloureux, je m'apprêtais à prendre ma ceinture noire de karaté. Et quand j'ai eu malheureusement ce problème à la colonne vertébrale, on aurait pu dire directement Jocelyne, on la sort de l'effectif, c'est un bras cassé, elle ne peut plus rien faire. Mais je crois que pour l'anecdote, c'est quelqu'un qui a dit, écoutez, elle va garder sa Minerve quelques mois et puis elle va faire de la réadaptation et potentiellement, progressivement, elle va revenir au score. Ça là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui me fait dire que dans la vie, on n'a pas besoin de tuer directement le coq quand on sait qu'il est aux abois, mais qu'on peut lui donner toujours un verre, même si on sait qu'après, ça peut être peut-être difficile comme sort. Voilà le côté douloureux d'une anecdote, mais l'anecdote qui, moi, me frappe et c'est le côté de cœur, grand cœur, générosité. Figurez-vous que depuis 2019, je ne sais pas comment il s'est réapproprié la date anniversaire. Moi, je suis née un 6 avril, mais je peux vous dire que tous les 6 avril, depuis 2019, le grand maître n'a pas cessé de m'envoyer par surprise un petit mot, un visuel surtout qu'il est bien adapté aussi à tout ce qui est réseaux sociaux. Et il me fait toujours cette surprise-là, je ne m'attends pas. Mais ça arrive comme ça et ça me fait grand plaisir. Vraiment, grand maître Chiane Soudé, il faut garder ce grand cœur et toujours accompagnement des disciples que nous sommes. Est-ce qu'on peut juger? Moi, je ne suis pas dans le jugement, je suis simplement dans l'approche de respect de l'autre, de comprendre l'autre, parce que je comprends que quand on est maître, on doit avoir la discipline. Donc, quelquefois, il peut y avoir des sanctions, on peut frapper. Ça ne m'est pas revenu parce que moi, je suis quelqu'un de très discipliné, obéissant et tout. Mais je vois qu'à côté de moi, ceux qui passent le Rubicon, eh ben, ils ont eu des sanctions méritées. Voilà, c'est ce que moi, je peux dire. Si c'est un défaut, eh bien, la rigueur, ça peut être à la fois un défaut et aussi une qualité. Et moi, je crois que je penche pour la qualité. Ben alors, si on devrait trouver un défaut, ce serait de vouloir toujours amener les gens à très bien faire. Si jamais c'était un défaut, et pour moi, ça n'en est pas. On ne connaît jamais assez quelqu'un. Mais dans le domaine martial, il a tout donné, dans les mesures du possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un cadre. Au temps de la Révolution, vous savez ce que ça voulait dire. Et on le politisait. Et malgré cela, il quittait le Nord, où on l'avait, n'est-ce pas, envoyé, pour venir nous entraîner à Cotonou, imaginez. En ce temps-là, où les moyens de déplacement, vous savez ce que c'est, ainsi de suite. Il se donnait à fond dans ce qu'il devait faire. Donc, c'est pourquoi je dis ce que je dis là. Maître Soudé Benjamin
Et vraiment. Même en rêve, je ne me vois pas le voir dans une situation où il exprime une colère. Non. Il observe, il sait où il voit faire et il attend d'abord. C'est comme un enfant, on le laisse s'approcher un peu vers le feu et dès qu'il s'entête vers l'eau, on l'observe un instant, on peut sauter vers lui. Il sait faire tout ça. Comme défaut, je cherche toujours vraiment, vous me surprenez par une question là, voilà déjà la qualité de maître qu'il est. Chercher à voir le défaut de maître. Et moi j'avais une intention que j'ai gardée jusqu'à maintenant. L'humilité qu'on développe dans la pratique, c'est par lui. La patience, c'est par lui. Le courage, la persévérance, c'est par lui. Par lui, lorsqu'il transmettait le karaté, lorsqu'il continue de le transmettre toujours pour cultiver en nous tout ce qu'il vient de citer là. Et j'observe, parce que il a fait enseigner, mais on l'observe lui aussi. Dans ce qu'il dit, il essaie de faire. Dans ce qu'il fait, il essaie de dire aussi. Il lui arrive de dire, ah non, par rapport à ci, par rapport à ça, non, rectifions ceci. Voilà. Donc, il ne cache pas ses défauts. Donc, ça, ce n'est pas un défaut pour nous. Celui qui ne cache pas ses défauts, et qui reconnaît, lui, c'est des erreurs humaines, hein, que ça passe. Et puis, nous, maîtres, encore très intéressés par cette humilité, on comprend toujours que face à n'importe quelle situation, il faut se calmer. C'est aussi, ça a été une leçon. Donc tout ce que je peux citer comme défaut, là, au contraire, c'est plutôt des occasions pour nous de comprendre la vie dans ces deux facettes. Maître Benjamin, je ne peux pas dire que c'est forcément dans les exercices physiques qu'il faut le voir faire le karaté. La force mentale qu'il a vous fait comprendre que, au finish, ce n'est plus le physique qui travaille en tant que tel, il bouge, mais la tête gère tout. Quand on questionne Benjamin Soudé sur sa plus grande peur, voici sa réponse. Est-ce que je peux parler de peur? Vous savez, ma pratique martiale, ma pratique chrétienne, m'ont tellement moulé que je considère que la peur fait partie, c'est un sentiment normal. N'importe quoi peut vous faire peur. Mais c'est de ne pas céder à cette peur. Vous marchez, vous trébuchez, dès que vous trébuchez, vous avez peur. Parce que vous avez peur de tomber. Mais si vous cédez à cette peur-là, vous tombez. Et quand vous allez tomber, vous allez vous casser la figure. Donc, je ne peux pas dire que je ne ressens pas la peur, mais je ne peux pas dire qu'elle est ma plus grande peur. Mais je dis, je ne me laisse pas submerger par la peur. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est ma plus grande peur. Sa plus grande réussite, sa famille, et ceci passant une grande foi en Dieu. Bon, sur le plan du karaté, je dirais que ma réussite, c'est d'avoir veillé à ce que jusqu'à présent, le karaté, malgré les turpitudes et autres, continue à avancer. Ça, c'est sur le plan du karaté. Bon, sur le plan professionnel, parce que j'allie les deux. Sur le plan professionnel, je pense que partout où j'ai passé, j'ai fait de mon mieux et les gens me le reconnaissent. Certes, en 2006, non, j'ai été élevé au grade d'officier du chevalier d'officier du mérite. Ça, c'est pas mon ministère. Mais c'est pas ça qui est mon problème. C'est qu'au moins partout où j'ai passé, j'ai laissé des traces pour qu'aujourd'hui on en parle. Alors, sur le plan social, mais je dirais beaucoup plus
malgré mes occupations professionnelles, malgré mon implication dans le développement du karaté, j'ai quand même pu avoir une vie de famille équilibrée. Et Dieu m'a donné les moyens matériels, physiques et spirituels pour pouvoir donner une bonne éducation à mes enfants. Et tous mes 5 enfants sont tous des cadres supérieurs. Donc, parce que j'ai souhaité qu'au moins, qu'ils aient au moins un niveau égal au mien, parce que parmi eux, j'ai quand même un docteur en informatique. Et il y a un ingénieur en informatique, il y a 2 choses là qui ont leur Master 2. Bon, qu'est-ce que je peux chercher d'autre? Et presque tous sont mariés. Je vous ai dit tout à l'heure 9 petits-enfants qui m'entourent. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Voilà mes réussites dans la vie. Mais ces réussites-là, je les ai obtenues, quel que soit le plan, c'est parce que je suis resté fidèle à mon Dieu. Et ça, c'est ce que souvent, quel que soit ce que vous faites, si vous n'avez pas la foi en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous êtes sans Dieu, tout le reste est zéro. Je n'ai pas de compte en banque garni, parce que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup avoir des comptes garnis. Moi, comme le dit, donne-nous notre pain quotidien. J'ai mon pain quotidien. Et comme le dit David, le roi David, dans un de ses psaumes, donne-moi, ne me donne pas trop de richesses pour que je t'oublie, mais donne-moi ce qu'il faut pour que je puisse être heureux. Je souhaiterais à ce que les karatékas se prennent tous au sérieux. J'avais oublié de dire que aujourd'hui, il y a une déformation qu'on a du karaté. C'est pour ça que nous disons karaté-do. Quand on parle du karaté, aujourd'hui, on ne parle que de la compétition. Mais le karaté-do, il est là pour former l'homme, apprendre à se maîtriser. Malheureusement, la compétition, lorsque vous ne faites que de la compétition, vous n'avez pas la maîtrise de vous-même. Alors, je souhaiterais que nos karatékas, tout en pratiquant, en voulant faire de la compétition, ne perdent pas de vue le karaté-do, c'est-à-dire la voie de la maîtrise.